Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Au programme de cette semaine, nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus qui est dédié cette semaine au dispositif de protection aérienne et l'enjeu de la lutte anti-drone sur le territoire national. Il sera présenté par le général de brigade aérienne Olivier Poncet, que je remercie d'être là, donc qui est chef d'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Et enfin, le général de brigade aérienne Fabrice Féola, commandant le centre de soutien des opérations et des acheminements, interviendra. Il présentera les enjeux de la logistique dans la préparation opérationnelle de la haute intensité. Je débute les actualités du ministère avec la 5e édition de l'exercice Whitefire qui se tiendra du 29 septembre au 3 octobre au large de Toulon. Lancé en 2023, il s'agit d'un exercice de la force d'action navale entièrement dédié à la lutte anti-drone aérien de surface, semi-immergé et sous-marin. L'objectif, confronter les équipages à des scénarios réalistes pour stimuler leur agilité, leur réactivité et leur créativité tactique. Il s'agit également de tester et intégrer en quelques jours de nouveaux équipements, notamment de lutte anti-drone, de les éprouver et de valider rapidement leur utilisation opérationnelle. Cette année, l'exercice Whitefire franchit un nouveau cap avec 2 évolutions majeures. Les expérimentations se feront notamment avec le concours de la DGA et de l'armée de l'air et de l'espace. L'exercice s'ouvre également à l'OTAN et accueillera ainsi des marines alliées. Un hélicoptère Wildcat britannique participera notamment aux manœuvres. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Marine. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, l'escadre aérienne de commandement et de conduite projetable célèbre aujourd'hui ses 10 ans à l'occasion d'une cérémonie sur la base aérienne 105 d'Évreux. Cette unité est spécialisée dans le déploiement rapide de moyens de communication et de surveillance tactique. Elle rassemble plusieurs centaines de spécialistes des systèmes d'information et de communication et plus largement des télécommunications tactiques. Ces aviateurs sont capables de déployer les systèmes d'information et de communication aéronautique nécessaires au fonctionnement d'une base aérienne projetée. Ils sont ainsi les premiers aviateurs à intervenir sur un théâtre d'opération, mais aussi les derniers à quitter la zone de conflit. En décembre 2024, le personnel de l'unité, accompagné de contrôleurs aériens de plusieurs bases aériennes de l'Hexagone, s'est mobilisé pour intervenir à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Cela a permis de rétablir en urgence le contrôle aérien sur l'aéroport international et donc de sécuriser le pont aérien sur l'île. Avis aux coureurs maintenant. Rendez-vous le 12 octobre pour la 47e édition des 20 km de Paris. Cette édition mettra à l'honneur la Fondation du Bleu et de France, créée en 1979 avec le concours de l'armée de l'air. Cette course de demi-fond est l'une des plus anciennes en Europe. Cette année, près de 30 000 coureurs se retrouvent sur la ligne de départ, parmi lesquels de nombreux militaires et civils qui représentent l'institution. Donc bonne chance à tous les coureurs. Toujours dans le domaine du sport, le Centre national des sports de la défense de Fontainebleau organise la soirée des champions des armées le 14 octobre à l'Hôtel national des Invalides. Cette soirée est l'occasion de mettre à l'honneur les sportifs militaires français et cette année, elle mettra particulièrement en lumière les performances du sport d'élite et du parasport militaire. Un focus sera également fait sur les Jeux mondiaux militaires d'hiver 2025 qui ont été remportés par la France. Je continue avec un autre événement, le forum Entreprise Défense qui se tiendra les 8 et 9 octobre à Versailles, Satori. Cette 19e édition sera placée sous le signe de la résilience opérationnelle. Elle abordera notamment les enjeux clés de la continuité logistique et numérique, essentielle à la réussite opérationnelle. Une thématique qui fait directement écho au bonus du jour de ce point presse. Pour plus d'informations sur cet événement, le CIRPA Terre est à votre disposition. Je poursuis avec la 28e édition des Rendez-vous de l'Histoire qui se déroulera du 8 au 12 octobre. Cette année, cette édition vous invite à réfléchir sur ce qui a façonné au fil du temps la France en tant que nation. La direction de la mémoire, de la culture et des archives y proposera des tables rondes et conférences ainsi qu'un atelier pédagogique. La France des lieux de mémoire militaire. Les visiteurs pourront également découvrir les 10 hauts lieux de la mémoire nationale à travers des visites immersives.
Le CPAD sera également présent et organisera des séances de ciné-conférences. Avant de passer au focus, je vous rappelle que le ministère a récemment créé sa chaîne WhatsApp. Si vous souhaitez avoir accès à des informations fiables, ainsi qu'à des reportages ou à des directs, je vous invite vivement à suivre cette chaîne WhatsApp et qui va permettre de rester connecté à l'actualité de nos armées. Je vous propose maintenant de passer au focus consacré cette semaine au dispositif de protection aérienne et à la lutte anti-drone sur le territoire national. La question de la défense aérienne est plus que jamais d'actualité. Les récentes violations de l'espace aérien de pays alliés, mais aussi les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, mettent en évidence la gravité et la diversité des menaces qui s'exercent dans l'espace aérien. Ces évolutions soulignent la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre territoire contre les menaces aériennes, qui sont toujours plus variées, et elles exigent de notre part non seulement une vigilance accrue, mais aussi une constante capacité d'anticipation et une grande réactivité. Face à ces défis, nos armées se préparent depuis des années et disposent d'une expérience opérationnelle solide. Et cette préparation de tous les instants s'accompagne également d'un effort soutenu d'innovation et d'adaptation capacitaire. Enfin, la protection de l'espace aérien, c'est aussi une question d'organisation, de coordination et de coopération. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Poncet. Général, c'est à vous. Bien, bonjour à tous et merci Madame la déléguée de me donner l'opportunité d'intervenir sur ce sujet de la défense aérienne de notre territoire. C'est un sujet qui est porté par l'armée de l'air et de l'espace et en particulier par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes auxquelles j'appartiens et au sein duquel j'assume les fonctions de chef d'état-major. Alors tout d'abord, une défense aérienne de notre territoire, pourquoi faire ? Bien sûr, ça nous amène à nous intéresser aux menaces, aux situations particulières qui nécessitent la mise en place de nos dispositifs de défense aérienne. Les menaces potentielles sur nos espaces aériens, aujourd'hui, elles sont multiples. Et je dirais, elles s'adressent à toutes les couches de l'atmosphère, donc des plus basses aux plus hautes. Donc on parle là des drones tout en bas, je dirais, des mini-drones, et elles vont jusqu'aux objets de la très haute altitude. Ces menaces, elles peuvent avoir une nature variée également, de menaces militaires, menaces civiles, menaces terroristes, action d'un kidam ou action d'un contestataire par la voie de la troisième dimension. Et puis aussi, quand on parle de défense aérienne, on parle aussi de situations pour lesquelles on est amené à relever un certain nombre d'infractions aux règles de l'air, voire, tout en bas de l'échelle, je dirais, mais non moins important, des situations d'assistance, des situations d'appareils en détresse, des situations d'assistance en vol. Et toutes les dispositions que nous avons en place aujourd'hui, au quotidien, nous permettent de faire face à l'ensemble de ces situations. Alors, pour ces situations, l'enjeu, finalement, est assez historique. C'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est ni plus ni moins que la souveraineté de la France. C'est la souveraineté de notre territoire dans la troisième dimension. La souveraineté de notre espace aérien national. On doit savoir en permanence qu'est-ce qui s'y passe, qui s'y trouve, et pouvoir agir si la situation l'exige. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, c'est aujourd'hui une posture. C'est la posture permanente de sûreté aérienne, on appelle ça. C'est une des deux postures permanentes, une des deux missions permanentes de l'armée de l'air de l'espace, avec, vous le savez, celle de la dissuasion. Et ça, finalement, cette défense aérienne, c'est 80 ans d'histoire. On a fêté d'ailleurs aujourd'hui, cette année, les 80 ans de cette défense aérienne, puisque cette défense aérienne, elle s'est structurée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est un dispositif 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui mobilise 450 aviateurs pour assurer cette défense. On s'appuie sur du renseignement en amont, on s'appuie sur un réseau souverain de détection avec un maillage de radars, plus de 70 radars, des centres de détection et de contrôle auxquels aboutissent toutes ces informations radars. On s'appuie sur un certain nombre d'avions et d'hélicoptères qui sont en alerte permanente, en mesure de réagir en quelques minutes, je dirais, à une situation particulière qui l'exigerait, comme je vous l'ai dit, de l'assistance aux mesures de contraintes les plus importantes. Donc ça veut dire que en France, ici, vous le voyez, hein, schématiquement, dans les 4 quarts de l'Hexagone, en quelques minutes, on est capable d'intervenir avec notre situation
principal, je dirais, c'est 4 plots chasseurs et 3 plots hélicoptères. Donc ça, il faut en être convaincu. H24, à l'heure où on se parle, on est en mesure d'intervenir dans notre espace aérien national très rapidement pour faire toutes ces mesures. On a un certain nombre de moyens d'appui aussi et de soutien qui nous permettent de durer, d'allonger notre détection radar avec des AWACS en alerte, avec des avions ravitailleurs en alerte aussi pour nos chasseurs. Ça, c'est très important aussi pour ce que je vais vous expliquer par la suite. Et puis tout ça, ça n'a de sens que si tout est coordonné et commandé dans un centre unique, par une autorité unique en l'occurrence, qui se trouve à Lyon-Montverdun. C'est le centre air de conduite et le centre air de préparation et de conduite des opérations aériennes et de la défense aérienne, le Cap CODA. Alors, c'est une mission qui est profondément, c'est une mission qu'on ne fait pas seul, c'est une mission qui est profondément interministérielle. Le renseignement, je vous le citais, on se nourrit du renseignement de la DGAC, on se nourrit du renseignement des douanes, on se nourrit du renseignement des forces de sécurité de l'intérieur. Donc on a des connexions permanentes pour pouvoir évaluer la situation par rapport à un aéronef particulier avec tous ces réseaux de renseignement. Ça, c'est le premier point. Et dans l'action également, eh bien, on est très interministériel. On peut, les mesures de contrainte qu'on peut débuter en vol, on peut les poursuivre au sol et les transmettre aux forces de gendarmerie quand on a raison d'un avion pour interpeller le pilote au sol. Très interarmé aussi, puisque la contribution des autres armées à ce dispositif, elle est tout à fait prévue et elle est mise en œuvre très régulièrement. Bâtiments de la Marine nationale pour leurs moyens de détection radar ou leurs moyens de défense solaire, moyens de l'armée de terre pour aussi leurs moyens de défense solaire légers et aussi leurs radars, typiquement. Donc, encore une fois, c'est une manœuvre qu'on coordonne, mais qu'on ne réalise pas seul. Et puis, on ne réalise pas seul à un point où il y a une coopération internationale qui est très importante. Et ça nous permet d'anticiper, ça nous permet de voir loin. Nous sommes connectés avec l'image radar de l'OTAN. Nous avons en permanence, à Lyon, le site que je vous citais, l'aperçu radar de toutes les détections de l'OTAN. Donc ça nous permet d'anticiper, d'orienter nos actions. Et puis on a même, de manière bilatérale, avec tous les pays qui nous entourent, des protocoles d'échange de données et des protocoles de poursuite de mesures dans les pays mutuels. Donc encore une fois, c'est vraiment une mission qui a une dimension très importante et qui est permanente. La particularité également, vous le voyez ici, c'est la chaîne d'engagement de cette mission. En temps de paix, elle établit un lien direct entre le Premier ministre et une personne qui s'appelle la Haute Autorité de Défense Aérienne, la HADA. C'est une personne qui est relevée tous les jours à Lyon-Montverdun et qui est là au nom du Premier ministre pour appliquer, qui a un certain nombre de délégations pour appliquer toutes les mesures dans notre espace aérien national et qui en réfère au Premier ministre si nécessaire, voire qui prend la décision du Premier ministre pour les mesures les plus ultimes de contrainte ou autres. D'accord ? Donc ça, il faut être convaincu également. En permanence, nous sommes connectés avec le cabinet du Premier ministre et voire avec le Premier ministre, si la situation l'exige, pour ces décisions-là à prendre en temps de paix. Et puis, on a aussi une situation particulière, toujours dans le régime de la défense aérienne, qui nous impose de réaliser des bulles de sûreté aérienne dans la troisième dimension lors d'événements particuliers. Alors vous les connaissez, ce sont le 11 novembre, c'est le 14 juillet, c'est le salon aéronautique et de l'espace au Bourget, c'est les sommets particuliers, bientôt l'an prochain ça sera le G7, etc. Ça, on réalise ça très régulièrement, une quinzaine de fois par an. On met en place, sur demande du Premier ministre, des bulles de sûreté aérienne, comme vous le voyez ici, qui nous permettent, de rapprocher les moyens de la zone d'action et d'intervenir très rapidement, et d'accélérer aussi la boucle de coordination avec les autorités sol et les autorités interministérielles. S'il y a une situation particulière qui menace l'événement que je protège, que nous protégeons, que l'armée de l'espace protège, on en réfère immédiatement, on est placé au plus près des autorités préfectorales pour que les mesures dans la deuxième dimension soient prises, et vice-versa. S'il y a un événement au sol, on en informe la partie aérienne et on prend les mesures, on adapte d'autres dispositifs s'il le faut. Alors vous avez là l'image, effectivement, et bien l'illustration que vous avez bien sûr tous vue de la bulle et du DPSA que nous avons réalisé pendant 2 mois lors des Jeux Olympiques Paralympiques de Paris. Avec là, vous avez la situation le soir de la cérémonie d'ouverture où pendant 6 heures, on a fermé l'espace aérien français et on a protégé de toute intrusion sur un rayon de plus de 100 km autour de Paris. Donc ça, encore une fois, c'est l'illustration dans le temps, dans l'espace
et encore une fois, dans la coopération que je vous cite de ces DPSA, puisqu'on avait aussi des alliés, typiquement pour la lutte anti-drone, j'y viendrai tout à l'heure, mais des contributions étrangères. Voilà pour ce cadre général. Maintenant, quand on applique ça à la lutte anti-drone, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, quand on applique ça à la lutte anti-drone, on fait ni plus ni moins rien d'autre que la même chose dans le concept que quand on l'applique à des aéronefs habités. Principalement, c'est quoi? C'est la mise en œuvre d'un quadriptyque: détection, identification, classification, engagement, in fine. Je détaillerai un petit peu tout ça tout à l'heure pour ce qui est de la lutte anti-drone. Alors aujourd'hui, notre dispositif qui est en place, et j'y viens, nos dispositions en termes de lutte anti-drone, quelles sont-elles? Il faut ici vraiment prendre conscience d'une chose, c'est que l'écosystème du drone, il était très vaste. Donc quand on parle de lutte anti-drone, on parle de plusieurs choses. On parle de gros drones, voire de très gros drones, d'engins qui sont de la taille d'un avion, qui sont capables d'évoluer aux altitudes d'un avion. Et puis on va bien sûr vers ceux que tout le monde a en tête, les mini-drones et les micro-drones. Pour s'agissant des gros drones, ce sont des drones qui principalement mettent en œuvre, alors bien sûr je vais vous en citer, hein, vous l'avez tous en tête aussi, les Shahed 136, leurs dérivés Goran et autres, pour vous fixer une idée, hein, des drones de quelques mètres d'envergure qui s'assimilent là encore à des objets volants type avion. Eh bien, ce sont des matériels qui nécessitent quand même des savoir-faire plutôt étatiques principalement, ou assimilés. Et ce sont des moyens qui sont ce sont des menaces qui sont pris en compte par le dispositif permanent de sûreté aérienne que je viens de vous citer. Ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? Comme pour tout vol habité, aujourd'hui, un Rafale est capable de décoller avec quelques minutes de préavis, ou un hélicoptère pour aller abattre ce type de drone, de la même manière qu'il pourrait le faire pour un aéronef menaçant. C'est ceci dont il faut bien être persuadé aujourd'hui. S'agissant des petits drones, en revanche, la situation est un petit peu plus particulière si on parle des responsabilités. Il faut savoir que chaque ministère est aujourd'hui responsable de la protection de ses sites sensibles. Les sites sensibles, ils sont de plusieurs natures, et vous le savez, nous avons des aéroports civils, il y a des prisons, il y a des sites de production d'énergie, il y a des sites industriels sensibles, il y a des villes. Ça veut dire que l'armée de l'air n'est pas responsable de la primo-intervention sur ces sites-là. C'est la responsabilité des ministères de tutelle de réaliser cette primo-intervention. Cependant, l'armée de l'air reste bien sûr au cœur de ce dispositif, puisque l'armée de l'air est prévenue instantanément de tous ces événements-là, et elle est en mesure d'intervenir si la situation l'exige en relais pour venir protéger, mettre fin à une situation, d'accord, ça demande de la coordination, et en quelques heures aussi, monter une bulle de protection du type de celle que je vous signalais, axée sur la lutte anti-drone. Donc, c'est quelque chose de vraiment très important à connaître aujourd'hui. Typiquement, je vous redonne un autre exemple, la ville de Paris, elle est sous la responsabilité de la préfecture de police de Paris en matière de lutte anti-drone. Bien sûr, dès qu'il s'y passe quelque chose, nous sommes informés, mais la primo-intervention, ce sont les forces de sécurité intérieure qui le réalisent sous le contrôle de la préfecture de police de Paris pour ces petits drones. Et puis, on a aussi donc le cas, je vous citais les dispositifs particuliers de sûreté aérienne, les Jeux Olympiques et autres. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que la responsabilité change de main. C'est l'armée de l'air et de l'espace qui reprend la main. C'est l'armée de l'air et de l'espace qui coordonne tous les moyens interalliés, interarmés, interministériels qui sont mis à disposition. C'est l'armée de l'air et de l'espace qui construit ces dispositifs. Et c'est l'armée de l'air et de l'espace qui les pilote et qui les conduit en temps réel et dans la durée, avec ces mesures de coordination que je vous indiquais avec les autorités civiles. Ça, c'est très important. Et on a bien évidemment, vous l'imaginez, profité et vraiment une montée très haut en gamme pendant les Jeux Olympiques de Paris, puisqu'on a assuré cette protection, comme je l'indiquais, pendant 2 mois, avec des résultats très intéressants au niveau interministériel. Je vous parlais tout à l'heure du quadriptyque détection, identification, classification et intervention. Je le détaille un petit peu ici, là, s'agissant des drones, parce que c'est quand même 4 challenges qui sont cumulés. D'accord ? C'est déjà 4 challenges pour des aéronefs habités, pour des petits drones. C'est quand même assez compliqué.
Sur la détection, on fait face à un problème, à un sujet sur la taille des drones. Un drone, a fortiori, c'est quand même un petit peu plus petit qu'un avion, donc ça nécessite des moyens un petit peu dédiés ou des calibrations de moyens particuliers. C'est rarement métallique, donc c'est des matériaux qu'on ne va pas forcément facilement détecter au radar. On a des questions d'environnement, hein, un environnement urbain, il y a beaucoup de fouillis et il faut trouver les drones là-dedans. Des questions de vitesse, ça peut voler doucement, des questions d'altitude, ça peut voler très bas, de météo, de jour, nuit. Donc tous ces challenges qu'on retrouve, on les retrouve de manière exacerbée en matière de lutte anti-drone. Ceci étant, l'armée de l'air et de l'espace, mais les armées au sens plus large, sont dotées aujourd'hui de moyens qui permettent de faire face à ces soucis de détection. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont les systèmes dont vous avez entendu parler, Milad, Parade, Basalt, qui sont globalement tous les types de systèmes qui associent de la détection radar, de la goniométrie, c'est un petit peu technique, et puis des caméras pour de la détection optique. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on dispose, c'est ce qu'on met en œuvre lors des DPSA, c'est ce qui protège nos sites, les sites les plus sensibles. Et j'insiste là-dessus, pas uniquement face à des moyens collaboratifs, pas uniquement face à des drones du commerce qui émettent un signal que tout le monde peut repérer, en tout cas que des équipements dont nous sommes aussi dotés permettent de repérer. Et ça, c'est très important. Il faut rester souverain, comme en défense aérienne classique, je dirais, il faut rester souverain face aux drones. Identification, autre challenge. Là, je suis obligé de vous dire qu'il est avéré qu'à peu près 50% des signalements de drones qui nous remontent aujourd'hui, on arrive à établir la preuve qu'ils ne sont pas avérés. Il y a beaucoup de confusion, et je vous le disais, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de confusion dans les perceptions de drones. Il n'y a rien qui ressemble plus de nuit à un drone qu'à un avion, qu'à un satellite même. Il n'y a rien qui ressemble plus sur un système de jour à un drone qu'à un oiseau. L'écho-radar d'un oiseau, c'est à peu près le même que celui d'un drone, même l'écho d'une hélice de climatisation, même l'écho d'une voiture parfois. Donc tout ça, il y a un gros fouillis, il faut arriver à relever ce défi de l'identification. On y arrive aujourd'hui avec les systèmes que je vous citais, avec des moyens d'intelligence artificielle aussi qui permettent l'apprentissage dans nos systèmes de qu'est-ce que c'est que le vol d'un oiseau, qu'est-ce que c'est que le battement d'une climatisation, etc. etc. Donc ça, c'est un défi qu'on arrive aujourd'hui à relever, mais qui reste entier et permanent. Classification, qu'est-ce que c'est pour les drones? C'est coller une étiquette au drone que j'ai repéré pour lui dire est-ce que finalement lui c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que j'ai un doute à lever? Et là, j'en reviens à la situation aussi sur des avions. Aujourd'hui, il y a un écosystème très foisonnant des drones. Il y a des centaines et des milliers de drones qui volent aujourd'hui en France par différents opérateurs, étatiques ou non étatiques, dans la parfaite règle de l'art. Et il faut là-dessus être capable de détecter celui qui n'a rien à y faire. D'accord ? Donc aujourd'hui, la SNCF surveille ses voies de chemin de fer. Aujourd'hui, les pompiers en ont en intervention, en surveillance des feux et autres. Les forces de sécurité intérieure également, les armées, bien évidemment, en sont dotées. Et donc, dans tout ce paysage, qui s'apparente encore une fois à celui que vous aviez tout à l'heure pour les avions, eh bien, l'enjeu, c'est de pouvoir trier le bon grain de livret. Comment on fait? Il y a de la réglementation en amont. D'accord ? On doit se conformer aujourd'hui, quand on fait voler un drone en France, à une réglementation. Donc, premier point, celui qui ne s'y conforme pas, il est déjà un petit peu, je dirais, douteux. Après, il y a le respect d'un certain nombre de procédures. Il y a des couloirs de vol, éventuellement. Il y a des zones interdites de vol. Quand on ne les respecte pas, là aussi, c'est quelque chose de douteux. On enregistre ces drones aujourd'hui. Donc, quand on a face à nous un drone qui ne ressort pas dans une banque de données, là aussi, on a un doute. Et puis, on utilise, je vous le disais, les signalements électroniques et les systèmes d'intelligence artificielle qui nous permettent aussi de détecter des comportements erratiques ou anormaux des drones. Donc tout ça, encore une fois, c'est pour vous dire que c'est la même chose que pour les aéronefs habités. C'est des processus qui sont maîtrisés par l'armée de l'air et de l'espace. C'est pour ça que cette mission, au-delà du fait qu'elle se passe dans la troisième dimension, elle nous revient principalement. Et c'est pour ça qu'on a quand même quelques résultats en la matière. Alors, pardonnez-moi, l'engagement, c'est ce que vous avez tous en tête, hein, mais
N'oubliez pas qu'en amont, il y avait tout ce que les 3 points que je viens de vous citer. L'engagement, là, c'est le plus connu. Il y a différentes techniques. Aujourd'hui, tout le monde connaît le brouillage. Il ne faut pas croire que le brouillage est condamné parce que, à terme, les drones ne seront pas brouillables, parce que... Non, il y a beaucoup de travaux sur les brouillages, déjà. Il y a des efficacités de brouillage qui peuvent être largement améliorées. Il y a aussi des modalités d'emploi du brouillage qui sont devant nous et que nous avons développées typiquement, pour vous donner un exemple, depuis 2 ans, à base d'hélicoptères. Le brouillage aéroporté, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui très très bien. Quand vous mettez un fusil brouilleur dans un Fennec de la PPS, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on donne la possibilité à nos opérateurs d'avoir une efficacité très très importante depuis la 3e dimension, parce qu'il n'y a pas de masque. Donc, quand vous brouillez un drone depuis un hélicoptère, ça marche très très bien. Ça, on l'a constaté dans des cas d'usage pendant les Jeux Olympiques, pendant la conférence des Nations Unies sur les océans. Dans plusieurs situations comme celle-ci, aujourd'hui, on sait que ça marche très 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 bien. Et vous le savez, ou pas, mais vous le savez, c'est typiquement la capacité qu'on a mis en place au Danemark le week-end dernier pour appuyer leur dispositif. Alors bien sûr, donc si on sort du brouillage, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut chercher aujourd'hui, et c'est ce qu'on a aussi, à dévier ou à capturer les différents drones. Ça, aujourd'hui, c'est de la capture électronique, c'est pas de la capture physique. On capte le signal de télécommande et on déplace le drone. On le fait retourner là où il était, voire on le fait poser pour pouvoir l'appréhender et appréhender son télépilote, pardon. Et puis bien sûr, in fine, pour faire court, il y a des mesures de destruction. Destruction, il y a les plus classiques, c'est avec du projectile, c'est avec du fusil de chasse, c'est avec de l'artillerie. Différentes armées développent ça sur leurs différents dispositifs, sur les bateaux, sur les VAB, au sein de nos bases aériennes pour la protection. Donc ça, c'est du calibre, tout simplement. Ça marche très très bien, vous le savez, aussi, moyennant un peu des conduits de tir parfois un petit peu adaptés, et surtout à un coût qui est assez intéressant. Et c'est aussi aujourd'hui la mise en œuvre d'armes à énergie dirigée dont nous sommes dotés. Le laser, vous le savez également, on a mis ça en place pendant les Jeux Olympiques. On avait un laser qui était en mesure, avec une efficacité redoutable, une précision surtout redoutable, de percer, de griller un drone en quelques secondes. Et puis, donc, je vous l'indiquais, là, n'oublions pas, in fine, l'intervention sur des moyens plus gros, qui peut être réalisée par le Fennec ou à gauche par un avion de chasse qui va tirer un missile sur un drone. Là, bien évidemment, ça sera sur un drone de taille imposante. Dans tout ça, on a des atouts, on a beaucoup d'atouts. Ça, c'est aussi important de le savoir. Premier point, on est entraîné. On s'entraîne régulièrement. Il n'y a pas maintenant un exercice de mise en œuvre de la force qui ne prend pas en compte le volet de lutte anti-drone dans toutes les armées, dans l'armée de l'air en particulier, qui vient de réaliser BASEX la semaine dernière, pour lesquelles il y avait des vignettes de lutte anti-drone permanente. On est entraîné annuellement, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes monte un exercice qui s'appelle XLAD, qui réunit, en prolongeant un petit peu l'action des Jeux Olympiques, qui réunit tous les intervenants de la lutte anti-drone, interministérielle, interarmée, autour de scénarios complexes qu'on a réalisés cette année au Bourget, avec un domaine exploratoire aussi qui nous permet de tester dans des conditions assez réalistes des scénarios pointus, essaims de drones, etc., etc. Donc on entretient et on progresse annuellement autour de ces gros exercices, mais aussi, je dirais, dans tous nos exercices. Et puis on mène un certain nombre d'expérimentations notamment le centre d'expertise de l'ARN militaire de Mont-de-Marsan aussi, qui teste tout un tas de solutions. Donc vous voyez, au sein des armées déjà, le domaine foisonne vraiment de partout. On a une pratique aussi, on a vraiment une pratique avérée. Je vous le disais tout à l'heure, quinzaine de DPSA par an. Il n'y a plus aujourd'hui un seul DPSA, dispositif, enfin bulle de sécurité, qui ne comporte pas un volet de lutte anti-drone. Et je dirais même c'est l'inverse. Aujourd'hui, il nous arrive de monter des dispositifs particuliers de sûreté aérienne qui ne comportent que le volet de lutte anti-drone. Donc ça, c'est aussi un point à bien retenir. C'est un domaine auquel on s'exerce. Notre force aussi, c'est le commandement et la conduite. Je redis encore une fois, tous ces systèmes, aussi performants soient-ils, s'ils ne sont pas interconnectés et s'il n'y a pas une chaîne d'engagement bien précise et les moyens pour la mettre en œuvre derrière, ils ne valent rien ou ils ne valent que localement. Notre force, encore une fois, c'est d'être capable d'affecter une menace à un système ou à un autre au moment où il le faut, dans les règles de l'art qui doivent s'appliquer,
Donc ça, c'est très très important aussi, notre maîtrise de ce commandement et de conduite de ces opérations. Et puis c'est aussi l'interconnexion avec les autres ministères. On a une grande réactivité aussi, ça c'est un atout très très fort. La mise en place de nos moyens de lutte anti-drone au Danemark ce week-end, elle s'est faite en quelques heures. Et typiquement, ça on peut bien sûr le faire encore plus facilement sur le territoire national. Nos résultats sont là, en tout cas pour le moment. Pendant les Jeux Olympiques, vous le savez, il n'y a eu aucune perturbation venue de la troisième dimension, donc là au sens très très large, mais en matière de lutte anti-drone, on a très très schématiquement environ 400 drones contrevenants qui n'ont pas respecté la réglementation, une centaine qui ont été pris en compte de manière un peu plus énergique, qui allaient jusqu'au brouillage, jusqu'à la saisie du matériel, voire l'interpellation des télépilotes. Donc ça c'est quand même quelque chose d'avéré, même si derrière on n'a pas relevé d'intention foncièrement malveillante. Et puis, moi, je terminerai sur nos atouts. Finalement, c'est vraiment le potentiel de la nation. Le potentiel de la nation, il est quand même considérable. Aujourd'hui, on a des industriels qui sont capables, des gros comme des petits. Et là, on parle du domaine de l'innovation. On a quand même aujourd'hui un tissu industriel qui nous permet, qui a toutes les capacités pour réaliser des solutions pertinentes et efficaces en matière de lutte anti-drone. Et ça, c'est un travail conjoint avec la DGA et entre la DGA, les armées, mais aussi les autres ministères, pour trouver des solutions dans des temps assez rapides là-dessus. Et puis, surtout, le potentiel de notre nation, c'est l'intention. C'est l'intention qu'il y a aujourd'hui. Il y a une intention interministérielle. Elle est portée par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale pour accélérer et pour centraliser aussi, encore une fois, cette dimension interministérielle. Aujourd'hui, la lutte anti-drone, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des armées, bien sûr, parce que nous avons des responsabilités spécifiques là-dedans dans le cadre de la défense aérienne. Mais aujourd'hui, il faut que ça devienne une défense collective. Ça, c'était pour le message. Et je dirais les perspectives, quelques éléments de perspective. Très rapidement, les perspectives opérationnelles. On est capable d'augmenter, là je dézoome un petit peu, mais on est capable d'ajuster et de durcir notre posture en quelques heures. D'accord ? On peut renforcer le nombre d'avions en alerte, on peut renforcer le nombre de moyens de lutte anti-drone en alerte, et on est surtout capable de tenir cette posture, parce que vous avez vu qu'un événement drone, potentiellement, il est très fugace, mais il peut se répéter, ou il peut instaurer un doute pendant une durée assez longue. Ça, on est capable de le faire aujourd'hui, et on est capable d'être très réactif. Je vous citais le cas, encore une fois, du Danemark. Voilà. L'autre perspective opérationnelle, c'est d'étendre ce que l'on fait lors des dispositifs particuliers de sûreté aérienne en termes d'interconnexion des moyens à quelque chose de permanent aujourd'hui, avec toutes les infos qui remonteraient à Lyon. Et là, je reboucle avec ce que je vous disais, on cherche ni plus ni moins à avoir la même situation aérienne des drones que nous avons aujourd'hui, la situation aérienne des aéronefs. Il faut qu'à terme, tous les aéroports qui se dotent de moyens, toutes les prisons, etc., toutes ces institutions-là soient connectées au réseau défense pour nous permettre d'avoir beaucoup de profondeur dans les événements drones et d'avoir un suivi continu qui nous permette d'intervenir de manière encore plus pertinente et encore plus réactive que ce qu'on fait aujourd'hui. On appelle ça avoir la RUP, la Recognized UAV Picture, la situation aérienne générale de tous les drones. Ça, c'est les enjeux opérationnels. Capacitaires, c'est l'autre volet des enjeux que porte cette lutte anti-drone. Il y a énormément de développement en cours. Énormément. On travaille sur tous les champs que je vous ai indiqués. La détection aujourd'hui, c'est tourner nos regards vers avoir une portée un peu plus grande que du radar, je dirais classique, du radar impulsion. On cherche à avoir un réseau ou à travailler sur le radar passif, à optimiser ce réseau d'antennes là qui va nous donner des détections permanentes et avec une grande profondeur. On cherche aussi, bien évidemment, on s'intéresse bien évidemment aussi à la détection acoustique. Vous savez qu'en Ukraine, il y a le système Skyfortress qui permet, qui reconnaît le bruit des pales des drones et qui permet de les détecter avec un réseau assez intéressant et assez pertinent. On travaille, je vous le disais, sur les armes à énergie dirigée. Armes à énergie dirigée, on pense bien sûr au laser. On a du laser, on cherche à augmenter sa portée, on cherche à l'optimiser dans plusieurs domaines, sa connexion à notre C2, et surtout, on travaille sur les armes à les micro-ondes, je dirais. Donc ça, ce sont des systèmes qui permettent
de griller, qui envoient une onde et qui permettent, très schématiquement, de griller tous les composants électroniques qui sont à l'intérieur du drone qui est en face. Beaucoup de travaux là-dessus. On croit beaucoup aussi, et ça s'est mis en œuvre en Ukraine, aux drones de percussion, parce que ça permet aussi d'agilité, d'avoir une grande agilité face à des drones qui sont pas forcément aussi, qui évolueront pas forcément en ligne droite. Ça permet aussi de bénéficier des progrès de l'intelligence artificielle pour les technologies de guidage. Et puis, ce sont des armes également à moindre coût, avec un large panel d'intervention. On peut aller percuter un petit drone, un gros drone, voire même un aéronef si nécessaire, parce que ça peut causer beaucoup de dégâts. On travaille aussi sur la mise en place sur nos avions, typiquement, de moyens qui soient moins coûteux que des missiles pour détruire des drones. Et là, on parle de roquettes, d'accord, clairement. Et puis j'ai cité l'intelligence artificielle, mais encore une fois, il y a des potentialités pour l'usage du drone, mais il y a aussi des potentialités en termes de lutte anti-drone avec l'intelligence artificielle, le guidage, la reconnaissance de comportements anormaux, ça j'en ai parlé. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu long sur ce sujet, mais en conclusion, donc, je vous dis juste que la défense aérienne et celle de notre espace aérien national, c'est plus que jamais, c'est depuis 80 ans, une priorité. C'est notre mission, c'est une des 2 missions principales de l'armée de l'air et de l'espace. Elle comporte des dispositions qui sont éprouvées, mais qui ne sont pas pour autant figées. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de les faire évoluer en permanence au gré de la menace. Le drone est un nouvel objet, et on en aura sans doute d'autres par le futur. Voilà. Et nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Et nous allons ouvrir ce tour d'horizon des opérations par l'Europe, où la France engage des moyens terrestres, maritimes et aériens pour contribuer à la surveillance et la sécurité du flanc est de l'Alliance. On commence par l'Estonie, où les militaires français du bataillon multinational de l'OTAN ont participé à la dernière phase de l'exercice PICNE. Aux côtés de leurs alliés estoniens, américains et britanniques, les forces françaises ont mené différentes manœuvres aéromobiles et d'infanterie. Un groupement de commandos parachutistes, donc GCP, a notamment conduit une infiltration sous voile depuis un A400M, illustrant la capacité des armées à assurer une projection rapide des forces françaises. Les différentes unités ont également mené 2 séquences majeures, à savoir une séquence de tir par hélicoptère, mobilisant 3 NH-90 et 2 Tigres, et un tir d'artillerie avec plusieurs canons César, aux côtés de la division artillerie des Estonian Defense Forces. Du côté de la Roumanie, l'exercice Eagle Toxic a mobilisé des unités françaises et belges spécialisées dans le domaine radiologique, bactériologique et chimique lors d'une phase de reconnaissance et de détection, ainsi que de décontamination en atmosphère viciée. Cet entraînement renforce les capacités conjointes et la préparation opérationnelle des forces engagées au sein du bataillon multinational de l'OTAN. Enfin, ces dernières semaines, l'Alliance achemine en Roumanie du matériel et des véhicules en vue du passage au niveau brigade du bataillon multinational de l'OTAN. Cette opération logistique interalliée permet de renforcer temporairement le bataillon multinational en Roumanie, dont la France est nation cadre. Cette montée en puissance illustre la réalisation concrète des engagements pris lors du sommet de l'OTAN à Madrid en 2022 pour tous les bataillons multinationaux qui se situent dans le flanc Est. Et ceci valide le concept de mobilité stratégique en Europe. On passe à la Pologne, où la France accompagne toujours la montée en puissance des forces armées ukrainiennes par sa contribution à la mission EUMAM. Cette semaine, les formations ont principalement porté sur le déminage, le combat corps à corps et l'acquisition de compétences tactiques telles que le combat en terrain complexe. On passe maintenant au Danemark, où sur demande du président de la République, un détachement de militaires français est déployé pour contribuer à la sécurisation de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Ce détachement spécialisé dans la lutte anti-drone, renforcé d'un hélicoptère, a été projeté en moins de 12 heures pour renforcer les capacités de surveillance et d'intervention danoises. Ce déploiement rapide illustre une solidarité européenne concrète face aux menaces actuelles et témoigne de la détermination européenne à préserver la sécurité de son espace aérien. On se dirige maintenant vers la mer du Nord, où une frégate multimission a intégré le groupe aéronaval Carrier Strike Group 12 dans le cadre de l'exercice OTAN Neptune Strike.
Ce groupe est articulé autour du porte-avions USS Ford, accompagné des destroyers américains Winston Churchill et Mahon. Durant l'intégration de ce bâtiment, les unités françaises et américaines ont mené des entraînements conjoints multimilieux, incluant notamment des séances de fouilles, d'enquête de pavillons, de lutte antiaérienne, des entraînements à la lutte anti-sous-marine et anti-surface ainsi qu'au tir de missiles de croisière navale ont également été pratiqués. Employant des moyens du haut du spectre, Neptune Strike renforce l'interopérabilité entre les deux armées. On passe à la mer Méditerranée, où un avion de patrouille maritime Atlantique 2 est déployé depuis le 22 septembre à la Sud, en Crète, afin d'y conduire des missions de surveillance maritime. Ce déploiement contribue à la sécurité des voies maritimes et à l'appréciation autonome de situation dans la région. On se tourne vers le Proche et le Moyen-Orient, où la France emploie un dispositif réactif et modulable pour être en mesure de répondre aux menaces qui pèsent sur la région. Alors, tout d'abord, au Liban, la France poursuit ses actions de partenariat militaire opérationnel. La semaine dernière, à Salier, s'est conclue la formation d'une section d'infanterie libanaise au combat débarqué ainsi qu'au combat en zone urbaine. Et en parallèle à Tripoli, une nouvelle formation au combat motorisé sur véhicules de l'avant blindé a débuté. Ces échanges de savoir-faire permettent une augmentation des capacités opérationnelles des forces armées libanaises, donc les FAL, au profit de la sécurité au sud-Liban. En Irak, les Rafales ont mené 2 missions de Partner Nation Integration en coordination avec un contrôleur aérien irakien. Ces activités renforcent la coopération bilatérale entre la France et l'Irak et visent à soutenir les armées irakiennes dans l'exercice de leur souveraineté. Du côté de la mer Rouge, maintenant, la Marine nationale engage des unités dans le cadre de l'opération européenne Aspides. Le 30 septembre, une frégate et un hélicoptère ont mené une opération de secours à la mer des marins du cargo néerlandais Minerva Gracte, qui a été frappé par un missile au sud du Yémen. Ces moyens français ont effectué une intervention rapide et décisive pour secourir les marins du bâtiment en perdition et assurer leur évacuation vers Djibouti. Ce sauvetage s'inscrit pleinement dans le cadre de l'opération Aspides, visant à assurer la sûreté maritime de Suez à Ormuz, en conformité avec le droit international pour permettre la reprise du trafic maritime dans cette région. Plus au sud, dans la Corne de l'Afrique, la France s'engage aux côtés de Djibouti et poursuit ses activités aériennes sur Mirage 2000-5 et Mirage 2000D au profit du partenaire. Par ailleurs, la semaine passée, des binômes cynophiles de la gendarmerie des transports aériens djiboutiens ont mené un exercice d'appui à la recherche et la détection d'explosifs avec leurs homologues français de la base aérienne 188. Ces échanges de savoir-faire permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ces équipes et de contribuer à la protection des installations. On se tourne maintenant vers le reste de la zone Afrique où les forces armées françaises s'engagent à la demande du partenaire pour la sécurité régionale. Alors dans le golfe de Guinée, un porte-hélicoptère amphibie et son groupement tactique embarqué sont déployés dans le cadre de l'opération Corimbe de lutte contre les trafics illicites. Cette opération illustre la contribution de la France à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Elle sert également de support pédagogique au stage d'instruction régionale embarquée et numérique, le stage Sirène. Ancré dans l'architecture de Yaoundé, le stage Sirène est conduit annuellement et réunit des officiers issus de nombreux pays riverains du golfe de Guinée. Il permet aux stagiaires embarqués d'observer des phases de détection, d'arraisonnement, de saisie et de destruction des stupéfiants, ainsi que l'organisation du bord en situation opérationnelle. Au Gabon, maintenant, l'exercice Equato Medicos a débuté ce lundi. Co-organisé par le ministère de la Défense nationale gabonais et le détachement de liaison interarmée au Gabon, il a rassemblé 7 pays d'Afrique centrale pour un challenge opérationnel sur le sauvetage au combat en milieu équatorial et urbain. En renforçant l'expertise médicale des armées participantes, cet exercice illustre le positionnement du Gabon comme pôle de formation régionale et témoigne de la durabilité du partenariat franco-gabonais. On passe à la zone Indo-Pacifique, où à la réunion du 22 septembre au 3 octobre, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ont formé les démineurs des forces de police mauriciennes à la neutralisation d'engins explosifs improvisés. À travers ce détachement d'instructions opérationnelles de ce type, les forces françaises développent une cohésion concrète avec le partenaire mauricien. Passe à la Nouvelle-Calédonie, puisque du 16 au 24 septembre, les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont organisé le stage Leadership Training Course Squad Level, ceci dans le cadre de l'Académie du Pacifique. Cette formation de 9 jours
a rassemblé 20 stagiaires issus de 8 pays partenaires. Donc, dans cette édition, les stagiaires ont été formés au commandement tactique à travers des cours théoriques, des mises en situation opérationnelles et des épreuves d'aguerrissement. Le stage renforce les échanges de bonnes pratiques et contribue au développement d'une culture militaire commune visant une meilleure interopérabilité des forces de sécurité et de défense du Pacifique Sud. Enfin, la France est pleinement engagée en Polynésie française en tant que nation souveraine et riveraine, soucieuse de la stabilité régionale. Ainsi, une frégate de surveillance a quitté Papeete la semaine dernière pour débuter la mission Imantura, qui permettra de nombreuses séquences de coopération opérationnelle aux côtés des partenaires alliés de la région. Après le déploiement du groupe aéronaval, donc en début d'année 2025, le déploiement de la frégate de surveillance inscrit durablement l'action de la France dans la région et rappelle son attachement à la liberté de navigation au regard du droit international. Avant son départ, elle a mené un exercice d'évacuation d'urgence avec la commune de Rangiroa, renforçant la préparation aux catastrophes naturelles en amont de la saison cyclonique. En Martinique maintenant, donc dans la zone anti-Guyane, le stage d'initiation commando au centre nautique et d'entraînement en forêt au profit d'un détachement interarmé de militaires dominicains se poursuit. Ce stage comprend un entraînement au savoir-faire commando en milieu tropical et en zone côtière, ainsi qu'un module d'aguerrissement. En mer, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer a participé à l'exercice Calme Horizon, mené par les forces armées néerlandaises aux Antilles. Durant ce déploiement, plusieurs manœuvres conjointes ont été réalisées avec la marine royale néerlandaise, permettant de renforcer l'interopérabilité entre les deux marines dans la zone Caraïbe. Et on termine avec l'Hexagone, où l'opération de lutte contre les feux de forêt touche à sa fin. Chaque été, les armées sont intégrées au dispositif de renfort de lutte contre les feux de forêt, en appui des unités militaires de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers. L'opération de lutte contre les feux de forêt s'est étendue cette année du 27 juin au 30 septembre. Elle a mobilisé jusqu'à 160 militaires, 3 hélicoptères et une cinquantaine de véhicules. Hors action des modules adaptés de surveillance, des moyens militaires ont été engagés à 15 reprises en 2025. Ces missions de lutte contre les feux de forêt témoignent de l'implication des armées sur le territoire national en soutien des forces civiles, en renforçant la sécurité et la protection des populations face aux risques du quotidien. Ceci conclut mon intervention. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au dernier point de ce point de presse. Merci, colonel, pour cette présentation. Passons au point suivant. Derrière chaque mission, chaque opération, chaque exercice, il y a un enjeu souvent méconnu, mais qui est pourtant essentiel, c'est la logistique. Spécifiquement sur la mobilité stratégique, il s'agit du déploiement des forces et de leur équipement vers le théâtre d'engagement avec rapidité et efficacité. Cela comprend toutes les composantes du soutien, les combattants, les munitions, l'alimentation, le carburant et bien plus encore. Dans un contexte de haute intensité, cette capacité est d'autant plus cruciale et l'enjeu est de taille, garantir que les forces disposent de tout ce dont elles ont besoin en les acheminant au bon endroit, au bon moment. Le Centre de soutien aux opérations et des acheminements, le CSOA, est l'artisan de cette réussite. Il met en œuvre et coordonne la projection et la logistique opérationnelle. Mais je n'en dis pas plus et maintenant cède la parole au général Féola. Merci beaucoup, général. Merci Madame la déléguée, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis le général Fabrice Féola, je commande donc le CSOA, le Centre du soutien des opérations et des acheminements. C'est un organisme interarmé sous les ordres du sous-chef opération de l'état-major des armées qui est chargé d'acheminer l'ensemble de nos forces, que ce soit le personnel comme les équipements et les matériels, vers l'extérieur de nos frontières hexagonales. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir intervenir sur ce sujet. Il est au cœur des missions du centre que je commande et cette intervention s'inscrit dans un contexte que tout le monde connaît, la guerre d'agression qui est menée par la Russie sur le territoire européen et le territoire de l'Ukraine et qui rend je dirais probable un engagement majeur de nos forces sur le territoire européen, sur notre continent. Cette intervention s'inscrit également dans la continuité d'un certain nombre d'opérations de projection, d'opérations de mobilité, de déploiement que nous avons menées au cours de l'année 2024. Je pense notamment
aux projections vers la Nouvelle-Calédonie lors de la crise sécuritaire du printemps 2024 ou encore vers Mayotte à l'issue du passage du cyclone Chido. Il s'inscrit enfin à un moment, dans une période où on effectue un renfort temporaire du bataillon français qui est projeté en Roumanie. Ça a été évoqué lors de l'intervention du porte-parole de l'état-major des armées avec une très belle illustration. Voilà. Lorsqu'on parle d'acheminement stratégique, on parle d'assurer le déploiement rapide et sans entrave des personnels matériels et moyens militaires à brève échéance et à grande échelle. On les qualifie de stratégiques, ces déploiements, ces acheminements, lorsqu'ils concernent, je dirais, des projections à l'extérieur de nos frontières. Pour traiter donc de ce sujet, qui est très vaste, hein, qui couvre à la fois des sujets d'infrastructure, des sujets capacitaires, des sujets de normes, des sujets de règlement, des sujets de RH, des sujets également de systèmes d'information logistique notamment. Je commencerai par une petite mise en perspective avec quelques données sur les acheminements stratégiques tels que nous les avons réalisés en 2024. Ça vous permettra d'avoir une idée du contexte. Et ensuite, je décrirai et je donnerai des pistes de réflexion et de solutions sur les 3 défis auxquels sont confrontés les acheminements stratégiques et notre mobilité militaire. Donc, dans un premier temps, le contexte et la mise en perspective de ce que sont nos acheminements stratégiques aujourd'hui avec les données de l'année 2024, sachant que peu ou prou, c'était une année relativement représentative de nos engagements, même si, évidemment, notre vocation, notre mission est de nous adapter aux crises qui, par définition, sont ponctuelles et singulières à chaque fois. Pour ce qui est de la projection de fret, 330 000 tonnes de fret ont été projetées à l'extérieur de nos frontières. Ce chiffre comprend également les mouvements internes à l'Hexagone qui permettent de prépositionner ces équipements et ce fret, mais je ne rentre pas dans les détails. Ce qui est intéressant de noter, je pense, c'est que 90% des acheminements stratégiques pour le fret qui sont donc réalisés le sont avec des moyens externalisés. Donc avec des moyens qui ne sont pas des moyens patrimoniaux de nos armées. Pour ce qui est du personnel, nous avons projeté en 2024 plus de 90 000 militaires. À l'inverse, 90% de ces militaires sont projetés avec des moyens patrimoniaux, essentiellement avec la flotte d'avions de transport stratégique de l'armée de l'air. Je souhaite également peut-être faire un petit aparté sur l'emploi de la voie ferrée, qui n'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on a à l'esprit lorsqu'on imagine les capacités de mobilité militaire des armées. La voie ferrée est un mode de projection absolument essentiel, surtout dans un contexte où notre centre de gravité des opérations a basculé de l'Afrique vers l'Europe et singulièrement l'Europe de l'Est. Nous affrétons à peu près de 130 à 150 trains militaires internationaux par an. Ce sont des trains de fret exclusivement. On n'affrète pas encore de trains de passagers pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je pourrais revenir si cela vous intéresse. Mais voilà, 150 trains quasiment par an exclusivement dédiés à la projection de fret et de matériel. Pour que vous ayez une image complète, je dispose au sein du CSOA d'une commission dédiée au chemin de fer et aux relations avec l'entreprise nationale notamment. Nous affrétons également une dizaine de navires par an. Nous disposons d'un contrat avec l'exclusivité de l'emploi de 2 navires rouliers qui nous permettent d'alimenter, de ravitailler l'ensemble de notre dispositif en Outre-mer et à l'étranger sous forme de lignes régulières. Et lorsque nous avons un besoin ponctuel, évidemment, nous détournons ces navires ou nous en affrétons d'autres pour réaliser les missions dont nous avons besoin. Je vais mettre l'accent très rapidement sur le soutien aux populations à Mayotte et notre intervention dans le cadre du passage du cyclone Chido, en ce qui, à mon avis, est assez représentatif d'une
mission montée évidemment dans l'urgence suite à une catastrophe, et en ce qui illustre aussi notre capacité de réaction au sein des armées pour apporter notre concours à nos concitoyens en l'occurrence. À partir du passage donc, du cyclone Chido à la fin de l'année 2024, nous avons été en mesure de projeter 800 passagers et 500 tonnes de fret en l'espace de moins d'un mois, en l'espace de quelques semaines, et nous l'avons réalisé à partir de quasiment une vingtaine de rotations d'aéronefs, principalement des aéronefs patrimoniaux, en ce qu'ils sont disponibles rapidement et mobilisables sous très court préavis. Je pense que sur la fin de l'année 2024, le début de l'année 2025, la réorganisation de notre dispositif au Sahel, avec l'obligation de quitter notamment le Tchad pour ce qui était des équipements majeurs avant la fin du mois de janvier 2025, après un préavis relativement court qui est tombé à la fin du mois de décembre 2024. Nous avons réussi à tenir cette deadline et à sortir tous ces équipements majeurs, notamment en utilisant la voie aérienne. Près de 45 avions ont été affrétés ou mobilisés pour cette opération. À titre d'illustration, 25 missions ont été réalisées en A400M et plus d'une dizaine ont été réalisées avec des avions très gros porteurs de type Antonov 124. Voilà, globalement quelques illustrations pour mettre le contexte, et je vais passer tout de suite au premier défi de la mobilité militaire, et je l'ai un petit peu abordé dans les éléments de contexte. Il s'agit, en suivante s'il vous plaît, il s'agit de disposer d'un socle capacitaire patrimonial. Ça c'est le fondement. Nous devons disposer de moyens diversifiés qui nous permettent d'intervenir dans l'urgence. C'est évidemment indispensable en cas de crise humanitaire, de crise sécuritaire. On pense aux évacuations de ressortissants telles qu'elles ont pu être menées il n'y a pas si longtemps que ça, que ce soit en Afghanistan ou au Soudan. Nous avons un impératif de réactivité que seule la détention en propre ou l'accès garanti à certains moyens peut nous permettre de juguler et de répondre. Les moyens détenus je dirais de manière patrimoniale nous permettent également de disposer d'une certaine résilience qui est absolument indispensable pour faire face à des événements. Alors on n'a pas besoin forcément de remonter très en arrière, mais je pense à la pandémie de Covid-19. On peut imaginer des mouvements sociaux. Le fait de détenir ce socle de capacité peut nous permettre de nous affranchir d'un certain nombre de ces contraintes. Enfin, évidemment, et j'y faisais allusion lorsque j'évoquais les évacuations de ressortissants, les moyens patrimoniaux nous permettent d'intervenir dans des zones de menace dans lesquelles des moyens externalisés, mis en œuvre par du personnel civil, ne seraient pas adaptés ou pour lesquels on serait confronté potentiellement à des droits de retrait compte tenu du niveau de la menace. Nos moyens militaires, évidemment, disposent des moyens de protection, notamment, et puis nos équipages sont entraînés pour pouvoir intervenir dans ces conditions, ce qui est absolument indispensable pour garantir notre liberté de manœuvre et notre capacité à intervenir quel que soit le théâtre. Alors, pour ces moyens patrimoniaux, suivante, s'il vous plaît. Un certain nombre de coups de projecteur. Voilà, j'ai listé un certain nombre de moyens sur lesquels on doit porter une attention particulière. Je ne vais pas tous les détailler, mais en premier lieu, les flottes aériennes cargo. Alors on pense à la 400M. La flotte A400M de l'armée de l'air est encore aujourd'hui en pleine montée en puissance. La 400M est une réponse fiable, qui a fait ses preuves
à beaucoup des questions et des problématiques auxquelles on est confronté en termes de mobilité militaire. Sa polyvalence, sa rusticité, sa capacité à intervenir sur tout type de terrain, en zone de menace également, en fait une réponse absolument adaptée. Sa capacité également à transporter la quasi-totalité des matériels des armées. Donc ça, c'est évidemment totalement fondamental. J'évoquais tout à l'heure également notre capacité ferroviaire. Je pense qu'il est absolument fondamental de retenir que le train est redevenu une réponse tout à fait adaptée, tout à fait adéquate aux missions et aux engagements auxquels on pourrait avoir à faire face. Et en cela, je salue également la parfaite coordination, la parfaite symbiose que nous avons avec les équipes de la SNCF, en particulier les équipes qui sont dédiées au transport de fret, qui sont particulièrement investies, particulièrement performantes et qui comprennent parfaitement le besoin des armées, du conducteur ou du cheminot jusqu'à la tête de l'entreprise. D'ailleurs, nous avons des contacts assez réguliers. Et le rail est redevenu un mode de projection absolument adapté. À titre d'illustration, je vous le disais il y a quelques minutes, en 2024, on a mis en œuvre quasiment 150 trains internationaux. Avant 2022, nous étions à une poignée de trains par an, moins de 5. Donc derrière, ça nécessite un certain nombre de savoir-faire et une certaine coordination. On y reviendra peut-être par la suite. Suivante, s'il vous plaît. Ces moyens patrimoniaux que je viens d'évoquer, ou ces moyens à accès garanti, doivent s'adosser pour des questions de taille, pour des questions d'efficience, pour des questions de coût, à des moyens externalisés. Et c'est là qu'intervient la notion de base industrielle de soutien et de défense, et c'est le deuxième défi. Après la possession de ce socle capacitaire, le deuxième défi est bien de mobiliser notre base industrielle de soutien de défense. Cette base industrielle, on doit la connaître. Elle doit connaître les armées, elle doit connaître les besoins, elle doit connaître les perspectives, elle doit connaître les conditions d'engagement dans lesquelles nous nous projetons pour se préparer. Et les grands industriels ont cette responsabilité bien comprise de leur part, puisqu'on a des contacts réguliers et depuis longtemps. Évidemment, depuis quelques années, depuis que cette possibilité, depuis que cette perspective d'un engagement majeur sur le sol européen ressurgit, cette mobilisation est plus vive, mais elle est présente. On entretient des contacts très réguliers. Et l'idée d'agir en équipe France, que ce soit en pan gouvernemental, hein, donc, le ministère des Armées n'est pas le seul engagé, on est très lié évidemment au ministère des Transports et pas seulement sur ce sujet, mais cette notion d'équipe France est partagée par nos grands industriels que nous réunissons, avec lequel nous entretenons une relation qui est simple, hein, c'est le contrat. Qui doit être je dirais, taillé au plus juste de nos besoins tels que nous les envisageons. Donc ils doivent être un véritable levier, parce que le contrat, c'est aussi la manière dont nous nous préparons et dont les industriels se préparent à être engagés. Et puis les contacts nous permettent également, comme je vous le disais, de bien comprendre quelles sont à la fois de notre côté les ressources auxquelles nous pourrions avoir accès, quelles sont potentiellement les contraintes auxquelles ces industriels doivent faire face, et également de nous préparer et de nous exercer pour le jour où on devrait mobiliser de manière massive un certain nombre de moyens, que nous soyons prêts et que nous ayons déjà, je dirais, résolu une partie des problématiques auxquelles on pourrait être confronté. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut voir les moyens externalisés et cette base industrielle de soutien de défense comme un élément structurant de nos capacités de mobilité militaire. C'est vraiment comme ça qu'on l'aborde dans nos relations avec les industriels. Enfin, je vais faire, suivante s'il vous plaît,
rapide zoom sur, je dirais, notre capacité à mobiliser les institutions et notre interopérabilité avec les alliés pour revenir un peu sur le continent européen et sur nos perspectives de mobilité militaire sur le continent européen, parce que c'est vraiment l'actualité. Évidemment, on se prépare et on est en mesure de se projeter comme on l'a fait auparavant, et j'ai évoqué un certain nombre de crises ou d'opérations. On est capable de se projeter partout dans le monde. Aujourd'hui, la projection et la mobilité, le sujet de la mobilité militaire qui semble les plus aigus concerne la mobilité sur le sol européen, dans la mesure où elle mobiliserait des dispositifs d'une taille, d'une envergure qu'on n'a pas vu depuis des années. Voilà. Donc, sur le plan ministériel, sur le plan national, dans un premier temps, évidemment, cette coordination interministérielle, elle existe, elle est absolument fondamentale. Je citerai simplement la réactivation de la cellule de coordination interministérielle logistique, parce qu'il faut avoir conscience, mais je pense que c'est le cas, qu'en cas d'engagement majeur, en cas de mobilisation majeure, notamment de moyens externalisés, il y aurait un phénomène de compétition interne entre les différents services gouvernementaux, entre les différents ministères, parce que les besoins seraient probablement extrêmement importants. Il y a aussi une notion de compétition avec nos alliés. Je pense notamment à notre allié américain qui, dans le cas d'activation des plans de l'OTAN, débarquerait de manière massive sur la côte atlantique et aurait besoin de traverser notre pays pour rejoindre des positions plus à l'est. Donc cette notion de compétition nous amène forcément à nous coordonner déjà sur un plan national pour tirer le meilleur parti possible des ressources auxquelles nous aurions accès. Sur le plan international, ce sujet, l'UE s'en est emparé. Plusieurs plans ont été produits depuis 2017. Un paquet sur la mobilité militaire doit être sorti avant la fin de l'année 2025. Nous avons contribué, nous avons exprimé la position française. En tout cas, nous avons participé à l'élaboration de la position française dans ce paquet consacré à la mobilité militaire. Voilà, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement structurant et qui, là, comme je le disais en introduction, touche les normes, touche l'infrastructure, touche les corridors de mobilité. C'est une notion qui est extrêmement importante. Ces corridors de mobilité qui doivent être identifiés, qui doivent être, je dirais, dépollués et tout à fait aptes à accueillir notamment les contraintes de véhicules ou de convois qui auraient à les emprunter. Je pense aux ouvrages d'art, je pense aux tunnels, je pense aux ponts, je pense aux routes. Voilà, tout ça, ça semble assez évident, mais je le souligne quand même. L'aspect, je dirais, de la simplification des procédures est un sujet dont s'est emparé également l'UE. Accélérer les délais d'obtention, d'autorisation, de franchissement des territoires, dématérialiser un certain nombre de documents douaniers. Tout ça, ce sont des choses qui sont atteignables, qui sont à portée de main. Et la situation actuelle souligne encore l'intérêt et la nécessité de les régler à court terme. Évidemment, tous les exercices OTAN. On évoquait le renforcement du bataillon français projeté en Roumanie, le renforcement temporaire. C'est tout à fait dans ce cadre que s'inscrit ce point. À titre, je dirais, d'enseignement, il est extrêmement riche pour le CSOA. Cette projection est d'un niveau rarement réalisé ces dernières années et met en œuvre un certain nombre de moyens dans une approche qu'on qualifie de multimodale, en ce qu'elle a mis en œuvre des moyens maritimes, des moyens ferrés, des moyens routiers et des moyens aériens. Voilà. Les points particuliers, je viens un petit peu de les évoquer. La problématique
principale est celle du réseau de surface qu'il faut mieux identifier. En tout cas, il faut poursuivre les travaux d'identification de ce réseau de surface, revenir à ce qu'on avait connu lors de la guerre froide, qu'on n'ait pas de doute, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la capacité du réseau à supporter des flux importants. La simplification des procédures administratives, voilà, il y a des objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne en termes de délai d'obtention d'autorisation de traverser les pays, et puis la mise en place d'une gouvernance de la mobilité militaire. C'est ce que la partie française appelle de ses voeux, notamment à l'occasion de ces travaux sur le paquet mobilité militaire. Il est extrêmement important d'avoir une autorité fédératrice, coordinatrice de l'ensemble des efforts qui sont menés pour que tout ça s'emboîte d'un pays à l'autre, qu'un corridor, il n'y ait pas de discontinuité entre les corridors, entre les itinéraires, que les efforts soient bien, optimisés pour qu'on ait une continuité dans la projection, si on devait avoir à faire face à un engagement majeur vers l'Est, et l'accueil, notamment dans notre rôle de nation hôte, d'alliés sur la façade, à partir de la façade atlantique. Voilà. Suivante. En conclusion, je les ai rapidement brossés, mais je pense que vous l'avez compris, ces défis à la mobilité militaire sont extrêmement larges. Ils revêtent un certain nombre de formes, et c'est vraiment, ça balaye vraiment l'ensemble du spectre. Je ne reviens pas dessus. Il ne se limite pas, en tout cas, à l'acquisition de moyens et de capacités. Et j'insiste sur la mobilisation de notre base industrielle de soutien de défense, donc des grands transporteurs et des grands industriels, parce qu'elle est absolument fondamentale. Aujourd'hui, le contexte international rend potentiellement possible cette hypothèse d'engagement majeur. Je pense qu'au niveau institutionnel, la prise de conscience, elle est réelle. Je pense que notre base industrielle de soutien de défense est mobilisée et consciente de ses responsabilités. Donc je suis confiant dans notre capacité à relever ces défis si la situation devait l'exiger. Merci.